L'île indonésienne de Bali, baptisée l'île des dieux, est située à l'est de Java. Ses habitants, les Balinais, sont majoritairement hindouistes, bien que leur religion soit très éloignée des pratiques de l'Inde. À Bali, la musique et la danse sont omniprésentes. Mais qu'appelle-t-on danse à Bali? Quels sont les canons de son esthétique? Quel est son devenir face à la pression touristique? Pour le savoir, nous avons rencontré Catherine Basset, une ethnologue française spécialisée en ethnomusicologie. Elle a vécu durant plusieurs années à Bali où elle a étudié et pratiqué la musique. Dans tout ce que nous, on appelle danse à Bali, les Balinais, en fait, font des distinctions. Que moi, je fais aussi. Et donc, il y en a deux principales. Il y a les danses villageoises collectives, que les gens font en tant que citoyens, dans leur propre rôle de citoyen, sans du tout changer de personnalité. C'est-à-dire qu'une petite fille va danser en tant que petite fille de tel village, hein, un homme adulte en tant qu'homme adulte de ce village également. À l'opposé des danses de citoyens collectives, on a donc les danses classiques d'origine aristocratique qui sont des danses de spécialistes qui n'incarnent surtout pas eux-mêmes, mais un personnage de la littérature. Les danses de citoyens sont des danses collectives. Ce que fait chacune des personnes n'a pas beaucoup de sens, n'a rien de très particulier, mais ensemble, ils dessinent une géométrie dans l'espace. Tandis que dans le cas des danses classiques, eh bien c'est une danse individuelle, la danse de tel personnage. On a le pendant des danses collectives qui font un corps collectif dans la musique. La musique qui les accompagne, c'est la musique de gamelan. Et un gamelan, ça n'est pas une réunion de musiciens qui ont chacun travaillé leur instrument et qui viennent avec. Non, le gamelan, c'est un instrument collectif qui est composé d'éléments. On appelle ça des éléments qui ne sont pas autonomes. C'est des percussions qui composent ensemble comme une espèce de piano qui serait coupé en petits morceaux, exprès pour être communautaire. Le gamelan, on ne peut absolument pas le répéter individuellement, il faut être tous présents, chacun ne fait qu'un atome de musique. De même que dans les danses villageoises collectives, ça n'aurait absolument aucun sens, même de s'entraîner tout seul à se pencher à droite à gauche, à faire un pas en avant ou en arrière. Ça n'a d'intérêt que quand on fait une grande figure géométrique ensemble. Tout ça correspond à une idéologie communautaire. On veut former des citoyens qui dépendent les uns des autres, qui partagent le temps, l'espace, le matériau, qui se partagent la tâche. On ne veut surtout pas former des individus autonomes, des individus qui ont des initiatives personnelles, qui ont des ambitions personnelles, qui ont des talents très particuliers. Au contraire, on veut homogénéiser, uniformiser. Faire des citoyens qui sont à leur place et qui de génération en génération vont faire les mêmes choses au même endroit, au même moment.
Si les protagonistes ne peuvent répéter ensemble la musique et la danse préalablement au rituel, on peut se demander quelle est la relation fonctionnelle entre l'une et l'autre. La relation à la musique, dans le cas des danses collectives, eh bien, comme on a quand même à organiser une masse de gens non entraînés, le plus simple, c'est d'avoir une musique répétitive qui gouverne la danse. Une danse qui donc se limite à des pas et à des déplacements dans l'espace, et à des balancements d'un côté à l'autre. Parfois même, le gamelan va être assez loin des danseurs, ils ne peuvent pas se voir les uns les autres. Donc ils vont faire des choses fixes, les uns et les autres. Dans le cas des danses classiques, il y aura soit des chorégraphies fixes que les danseurs devront apprendre et être vraiment très en place avec la musique, qu'ils doivent connaître par cœur. Soit on va avoir à nouveau une musique qui est répétitive, et là, ce sont les acteurs-danseurs qui vont gouverner la musique, qui va devoir mettre des syncopations et des accentuations selon ce que font les acteurs-danseurs. Dans ce cas-là, il faut un relais entre le gamelan, qui est un instrument collectif, et le danseur, qui est un individu. Eh bien, le relais, ça va être le chef d'orchestre, qui est le tambour. Le joueur de tambour, en repérant un geste codé de la part du danseur, va réagir par une frappe codée, qui va être entendue immédiatement par les musiciens. Ce qui fait que dans l'espace d'une seconde, on va avoir une réaction entre un geste du danseur et une réalisation musicale. Si l'on considère que l'art n'a pas de fonction définie, alors comment les balinais appréhendent-ils les ingrédients matériels et immatériels de leur rituel ? Il faut bien avoir en tête que c'est nous qui distinguons danse, musique. C'est nous qui disons que ce sont des arts et qui oublions de compter dans les arts le tressage des offrandes, que les balinais, eux, considèrent comme étant sur un pied d'égalité avec la musique, par exemple. Le tressage des offrandes, c'est l'activité féminine qui est le pendant du tressage des notes
sur les gamelans, qui est une activité masculine. Pour les balinais, le rituel c'est une œuvre et ça s'appelle karya, qui veut dire œuvre. Donc l'œuvre c'est l'ensemble de toutes ces offrandes-là. Les tressages, les moulages de pâte de riz, les offrandes culinaires, les gestes, les parfums, les costumes, les paroles, y compris les syllabes qui font les formules magiques, et les paroles par contre très distinctes du théâtre, les chants, etc., etc. Par contre, la qualité d'exécution du geste musical ou du geste dansé, c'est pas si important que ça. Dans le déroulement d'un rituel balinais, tous les acteurs opèrent simultanément, créant une sorte de chaos sonore et visuel. Comment un tel chaos est-il perçu par les balinais? Ce qui sera beau, ça sera ramé. Ramé, en sanskrit, c'est ramya qui veut dire beau, mais en balinais, ça veut dire profus. Le beau, ça sera la conjonction de toutes ces choses, de tous ces gens. Le fait que tout est recentré, condensé à un moment. Et donc ça va être souvent une espèce de cacophonie, de désordre, de profusion visuelle et de profusion sonore. Mais ce qui marquera la réussite d'un rituel. Le fait qu'on a tout fusionné, que la diversité aura été rassemblée en un point, en un instant. Quand on est hors du rituel, le beau c'est pas ramé. Le beau, effectivement, ça va être la précision. La réussite de quelque chose qui était difficile à exécuter. Donc, quand quelque chose va être donné comme spectacle, alors là, on va regarder vraiment de très près la performance du danseur. Comment ses doigts sont bien recourbés, et ses doigts de pied aussi. Comment il est parfaitement en place avec la musique. Si il s'entend bien ou non avec le joueur de tambour. S'il se laisse égarer par le joueur de tambour ou non, par exemple.
Le ketchak, qui allie chant et danse, est souvent vanté par les agences touristiques comme un spectacle à ne pas manquer. Mais est-ce véritablement un spectacle ? Tchak, ça vient des onomatopées qui sont scandées par le groupe des hommes dans des rituels qui s'appellent sangyang. Il y a différentes formes de sangyang. Les yang sont les ancêtres. Un peu partout en Asie du Sud-Est, les ancêtres et les esprits invisibles. Par exemple, dans le sangyang jaran, où il y a un homme qui est en transe et qui chevauche un cheval de paille en dansant sur le feu, eh bien, le tchak scande cette action-là. Et ça s'est autonomisé dans les années 30 comme chœur, disons, une sorte de sport vocal, de défouloir, parce qu'il y a beaucoup de travail du souffle. C'est devenu, parallèlement au rituel, une pratique artistico-sportive. Pour des fois, tous les hommes d'un village, ça fait 200-300 hommes qui scandent des onomatopées. Et puis, ils ont eu l'idée d'y faire entrer la littérature venue de l'Inde, donc quelque chose qui était plutôt aristocratique que villageois. D'abord d'une histoire contée, ça a été de plus en plus visible. Il y a eu ensuite 2 hommes qui viennent se dresser au centre du chœur pour exciter le chœur, puis ils ont fini par figurer Rawana, Hanuman, et puis ensuite c'est devenu un ballet en costume avec des rôles féminins aussi, donc Sita, Trijata qui l'accompagne pendant qu'elle est prisonnière chez les Rakshasa, etc. Mais la forme avec ballet, qui est connue par les touristes, et qui n'est donnée que pour les touristes d'ailleurs, eh bien elle ne date que des années 60. Elle est venue en même temps que les académies. Et c'était une volonté de créer une culture nationale s'appuyant sur les sommets culturels des différentes régions de l'archipel indonésien. Et donc on a le Ramayana javanais donné en ballet, qui était dans les palais le Wayang Wong, qui, en sortant des palais, est devenu le Wayangorang, qui est très semblable, mais qui, par les académies, a été créé comme Sendratari, où il y a beaucoup moins de paroles et qui peut être compris par une beaucoup plus grande partie des Indonésiens. Et c'est ce Sendratari qui est rentré dans le ketchak balinais, dans les années 60. C'est dans les villages que le récit du Ramayana ou des épisodes du Mahabharata est entré dans le cœur de percussion vocale. C'est ensuite l'Académie gouvernementale des arts qui a introduit un ballet de Ramayana. La différence entre le tchak des années 30 villageois, c'est que dans ce tchak-là, il y avait seulement un épisode, tandis que le Ramayana des académies et ensuite touristique, c'est un condensé du Ramayana en 1 heure. Le gouvernement indonésien, comme d'autres pays à travers le monde, a souhaité fédérer la diversité de ses cultures afin de cimenter la nation. Bali a dû faire des choix douloureux sur l'autel de la folklorisation.
Le tourisme joue un grand rôle dans l'économie balinaise et même pour les encourager à garder leur tradition. Cependant, les balinais n'ont pas voulu tout livrer au commerce, au tourisme et aux étrangers. Et donc les intellectuels balinais se sont chargés de distinguer les catégories de danse en fonction de celles qu'on pourrait ou non commercialiser. Et ils ont décidé qu'on ne devrait pas représenter hors du rituel les danses des villageois, les danses rituelles collectives. En revanche, les danses narratives qui viennent au départ donc des palais et qui ont valeur d'offrande dans les rituels où il y a un grand prêtre brahmana, donc des rituels d'une certaine ampleur déjà, eh bien ces danses-là, le théâtre dansé également, peuvent être données en représentation comme simple divertissement pour les balinais, pour les étrangers, emmenés en tournée et servir à la vitrine nationale également. Alors pourquoi je parle de vitrine nationale? C'est parce que il y a une République d'Indonésie qui est composée de multiples îles et plusieurs provinces. Pour constituer une culture nationale, le gouvernement républicain a décidé de se servir des sommets des cultures régionales. Il a donc fondé des académies qui ont défini une sorte de standard et choisi les meilleurs morceaux dans chacune des cultures régionales. Il y a même été construit une sorte de grand lunapark où il y a une maison typique de chaque région avec les costumes typiques, les danses typiques, la cuisine typique, etc. Ça, c'est en fait ce qu'on peut appeler une folklorisation. C'est une normalisation qui est une folklorisation. On décide qu'il y a tel peuple, qu'il y a telle tradition, et qu'on fait la nation, qui est un grand archipel en l'occurrence, de cette diversité unie dans une nation. C'est du folklore, mais ça a beaucoup de sens. Une nation se montre à elle-même ses propres composantes, ses régions, ses îles, etc. De la même manière qu'un village se montrait ses propres composantes quand il faisait danser la danse des petites filles, la danse des femmes adultes, la danse des petits garçons, la danse des hommes adultes, etc. C'est la même chose à une échelle supérieure. Et après, quand on fait un festival avec les danses du monde, eh bien c'est le monde qui se montre à lui-même ses propres composantes. Avec les danses des pays, le ballet national de tel et tel pays. Tout ça, c'est une question d'échelle, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est représenter les identités. Au niveau de l'individu intégré dans un village, au niveau du village par rapport aux autres villages, au niveau des régions par rapport aux autres régions, des nations par rapport aux autres nations. Les danses, la musique et le théâtre Bali sont vraiment au premier plan de la vitrine nationale indonésienne. Mais maintenant, il est aussi fréquent d'avoir une troupe nationale, en quelque sorte, ou d'une université, par exemple, qui présente des morceaux choisis des traditions de chacune des régions de l'archipel. Et on aura seulement un morceau de danse balinaise dedans, dansé généralement par des non-balinais. Donc la culture nationale se constitue de cette manière-là et se représente à l'étranger comme étant ce patchwork donc, de culture régionale.